Donc si vous êtes curieux des prochaines conférences, vous avez le site internet du Fab Lab, donc fablab-moebius.org, qui a une page dédiée. Elle va vous apparaître tout de suite et que je maintiens à jour et voilà, il y a la liste des conférences qui sont programmées. Alors des fois il y a des trous, hein. Vous avez compris que c'est programmé le deuxième vendredi de chaque mois à 18h. Ça va peut-être arriver. Ouais. Il faut être attentif, hein. Voilà. Donc voilà. Donc sur fablab-moebius.org, vous avez cette page hein, qu'a fait des sciences. Et donc vous avez ici la liste. Donc vous voyez, on a eu la conférence de Damien Huyghe le mois dernier. Ici, on est avec Didier. Le mois prochain, on aura Stéphane Charlot, qui est astrophysicien à l'Institut d'astrophysique de Paris, qui viendra nous parler du télescope James Webb. Voilà, on a déjà une conférence sur la métallurgie en octobre, une conférence sur l'anthropocène en décembre, Yves Bréchet sur les matériaux, une conférence en duo sur les plantes. Vous voyez, donc ça commence à s'étoffer, donc je suis vraiment très content de ça. Donc n'hésitez pas à visiter cette page si vous voulez savoir ce qui va se passer. Et puis vous avez les petits liens si vous voulez vous inscrire. Donc l'inscription est facultative hein, et puis elle est évidemment gratuite. Mais si vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur la page avec un peu plus de détails. Vous avez la fiche, vous avez le petit résumé de la conférence pour savoir un peu plus ce qui va se passer. Et vous pouvez vous inscrire gratuitement. Certains l'ont déjà fait. Voilà. Donc c'était juste pour vous dire ça. On est aussi un peu présent maintenant dans l'agenda de la ville de Fontainebleau, par exemple. Vous voyez on a été référencé ici. Donc on va essayer d'être, voilà, d'améliorer la communication de mois en mois. Donc on a le plaisir ce soir d'accueillir Didier Nectou, qui est géologue, conservateur du musée de l'École des mines de Paris. Elle nous fait le plaisir de venir nous parler de minéralogie, de cristallographie. Et ça c'est bon. Ouais. Attends, ça c'est. Non, c'est mon écran, mais le Tu problème, veux? c'est que là, il faut que je peut-être Ouais, repartage. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? euh, Euh, mais il est peut-être. Parce que là, il faut que je... Ah oui, donc il est sur l'autre. Attends, si je le chante, peut-être qu'il voit trois Ah, ça y écrans. est, c'est bon, c'est bon. C'est bon, Et c'est bon. refait le. À partir du début. On va voir s'il va. Ouais, ça Super. marche. Et donc, merci Didier. Et donc, tu as la parole. Bon, bah, très bien, merci. Bonsoir à tous. Très heureux d'être ici à Fontainebleau et de voir que la salle est bien remplie un vendredi soir. Et merci d'avoir fait cet effort. Alors, oui, donc le thème à l'eau, c'est les minéraux du téléphone portable. Ben, c'est le thème que l'on a choisi déjà depuis 2 ans. Comme nous, depuis 2 ans, on a des actions qui sont faites depuis 2 ans au musée de minéralogie. Et bien, on va les partager aussi bien sous leur forme que sous leur contenu. On va parler évidemment de minéraux. Alors, si on parle de minéraux, il faut, bon, une petite page de pub, hein, il faut que je vous parle quand même du lieu sur lequel on s'appuie pour parler de ces minéraux et ensuite de parler du téléphone portable. Donc là, nous sommes à l'école des mines, mais cette fois-ci, on est à Paris, à la maison historique, hein, donc au 60 boulevard Saint-Michel, dans un endroit qui s'appelle l'hôtel de Vendôme. Donc là, vous découvrez la façade cachée de cet hôtel de Vendôme, qui ne peut être d'ailleurs aperçu par les visiteurs que pendant les journées du patrimoine. Alors du coup, j'en profite, demain, c'est la nuit des musées. Donc si vous voulez venir à Paris, n'hésitez pas, c'est gratuit, il est ouvert jusqu'à minuit. Voilà, donc, mais peut-être aurez-vous l'occasion une autre fois de venir dans cet hôtel de Vendôme pour découvrir donc ce musée de minéralogie, qui somme toute est un petit peu caché. Quand on est sur le 60 boulevard Saint-Michel, bah, on ne sait pas exactement. On voit cette école des mines, hein, qui est un bâtiment énorme. On ose à peine y entrer, hein, et pourtant, n'hésitez pas à franchir la porte, puisque derrière, vous allez trouver une merveille qui s'appelle le musée de minéralogie. Alors, je vous passe deux, trois photos comme ça pour vous donner un avant-goût. Voici l'entrée. Donc, vous voyez, c'est somptueux, hein, c'est magnifique. Et puis, c'est un voyage dans le temps. Alors, pas les temps géologiques, mais ce temps historique, puisque là, aussitôt que vous franchissez cet escalier, eh bien, vous êtes en 1850. Le décor a été préservé depuis cette époque, avec une mise en scène somptueuse, hein, puisque là, vous arrivez avec ce grand escalier, avec des paysages de la géologie. Au plafond, je vous les présenterai pas, mais il y a aussi bref, on est dans un lieu vraiment absolument merveilleux. Alors, quelques mots sur ce lieu, hein. Très rapidement. Là aussi, deuxième page de pub, ça me permet de présenter le petit livre
si vous en voulez, il y en a quelques-uns qui sont disponibles et qui présentent ce musée. C'est aussi une façon de présenter l'intérieur de ce musée et puis de parler de sa création. Alors, c'est quand même en rapport avec ce qu'on va faire ce soir, hein, puisque en fait, quand on crée ce cabinet des mines, qui est créé sur Paris au moment de la Révolution. On est un pur produit de la Révolution, ce qui n'est pas le cas de l'école des mines qui avait été créée au préalable, hein. Et la création de ces collections, on aurait pu croire que ça s'adossait à l'école des mines et que ça allait servir de support pédagogique. Et bien, dans un premier temps, non. L'objectif est avant tout stratégique. Il faut faire l'inventaire des ressources minérales de la République, mais d'une façon plus étendue du monde entier. Pourquoi? Parce que ces substances minérales sont importantes, sont stratégiques, puisqu'elles conditionnent toutes les activités humaines. Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on utilise, évidemment, est tiré de la terre et donc de ces ressources minérales, hein. Donc, on est déjà dans le sujet, hein, puisque les mineurs du portable, eh bien, c'est faire le lien entre les matières premières naturelles et les objets manufacturés. Donc, ce qu'on va raconter dans ce musée, c'est d'ailleurs essentiellement ces histoires-là. Plus que l'histoire de la Terre, on va raconter les histoires de l'homme, des hommes et de l'industrie. Homme avec un H générique, même s'il y a quand même effectivement beaucoup d'hommes dans cette histoire. Ce que l'on peut regretter, mais maintenant, ça y est, c'est fini, il y a des femmes aussi. Alors, donc, on crée ce cabinet et en fait, on va s'installer en même temps que l'école des qui, au préalable, avait un petit peu voyagé, elle avait même été jusque dans les Alpes en 1815. Et depuis, on est toujours accroché à la montagne Sainte-Geneviève. Pour l'instant, on n'a pas réussi à nous déboulonner de là-bas, donc on y est encore. Et là, comme je vous le disais, ce que vous voyez, eh bien, c'est ce lieu, préservé du temps. Même le percement du boulevard Saint-Michel ne nous a pas affectés, puisqu'on était un petit peu en retrait. L'hôtel de Vendôme, lui, a été affecté, mais le musée de minéralogie, non. Alors, là encore, juste pour deux mots sur ce lieu, c'est la quatrième collection mondiale. C'est 100 000 échantillons qui sont accumulés là, avec plus de 5 000 d'exposés. Mais tout est là, c'est-à-dire c'est à la fois un lieu à la méthode, à la mode du 19e siècle, c'est-à-dire où on accumule ces échantillons que l'on a classés, que l'on a analysés, que l'on a inventoriés par gisement, par département, par pays, etc. Puis que l'on a classé ensuite au niveau de la minéralogie. Toujours dans un but, et là, c'est cette fresque qui est au plafond, juste au-dessus de l'entrée du musée, qui est très représentative. C'est une allégorie qui a été faite par Abel de Pujol. C'est une commande spécifique de l'école des mines. Et là, on le voit bien parce que quand on connaît l'esquisse, on possède l'esquisse d'ailleurs à la bibliothèque, Abel de Pujol, lui, avait imaginé une scène antique, hein. Alors, elle y est toujours, puisqu'on a des toges, enfin, etc. Enfin, il y a quelques anachronismes, hein. Il y a un casque de mineur qui est là. Et puis, ces gens qui exploitent la planète Terre viennent présenter aux dieux transformateurs. Là, en l'occurrence, c'est une déesse. Alors, ça, c'est bien, ça met un peu de féminité, hein. C'est pas le dieu Vulcain, c'est peut-être son associé ou sa femme, je ne sais pas, son épouse, mais en tout cas, elle a un marteau. Elle va chauffer tout ça, elle va transformer tout ça pour fabriquer des objets du quotidien, des objets guerriers parfois, des objets décoratifs. Bref, en un mot, se mettre au service de l'industrie. Et là, on colle, pour symboliser l'industrie, on est en 1850, un deuxième anachronisme qui est la machine à vapeur qui est derrière. Donc, vous voyez déjà, à travers cette fresque, on a le lien entre le caillou et le produit transformé. On a aussi des objets qui sont ici. Voilà, c'est notre travail, c'est ce que l'on fait tous les jours dans ce lieu magnifique. Allez, encore pour vous donner l'eau à la bouche, et j'espère vous voir demain ou peut-être dans les jours prochains. Voilà ce lieu qui est absolument magnifique. Voilà, une grande galerie, hein, où on expose dans des vitrines à la mode du 19e siècle ces échantillons. Alors, du coup, que fait-on de ce musée? Parce que là, on a bien compris que c'était un monument patrimonial, hein, presque patrimoine mondial, mais c'est aussi quelque chose dont on va s'emparer pour pouvoir parler du XXe siècle, du XXIe siècle, et peut-être même du XXIIe siècle, pourquoi pas. Donc, envisager le futur. Et donc, notre objectif à nous, et là, on commence à focaliser sur le sujet de ce soir, c'est vraiment de matérialiser le lien entre les substances naturelles et les objets fabriqués par l'homme. Ça, c'est important et c'est un lieu formidable pour pouvoir voir d'abord cette diversité naturelle, cette richesse,
En plus, les minéraux sont beaux, là, hein. Les moins beaux sont dans les tiroirs. Ils sont très intéressants, peut-être même plus intéressants. Mais en tout cas, déjà, on expose la beauté. Et donc, c'est bien de pouvoir partir de cette image de beauté et de diversité naturelle pour aller ensuite, justement, sur leur transformation. Et aussitôt qu'on parle de ça, bah, évidemment, bah, où trouve-t-on ces substances? Qui les exploite? Comment les exploite-t-on? Comment les transforme-t-on? Comment a-t-on trouvé les propriétés de ces différents minéraux? Voilà, bah, on va parler de tout ça et aujourd'hui, bah, plus que jamais, avec toutes les nouvelles technologies, avec toutes les nouvelles découvertes des propriétés des différents éléments, des différents minerais, des différents minéraux, eh bien, on va pouvoir associer ça et parler bah, de tous les enjeux qui traversent cette problématique. Les enjeux géostratégiques qui possèdent ces substances, qui les transforment, qui fait commerce, mais aussi, évidemment, puisque on prend la planète Terre, les enjeux environnementaux, et puis, évidemment, parler de la science, ses propriétés, ses transformations, la merveilleuse histoire de la science, avec tous ces défis techniques, environnementaux, sociétaux, économiques, géostratégiques. Alors, ça s'adresse à tous les publics. On voit qu'il y a presque un représentant de chaque catégorie, hein, étudiants, scolaires, grand public, mais aussi, puisque on est quand même dans un lieu d'enseignement, dans un lieu de prestige, dans un lieu de recherche, on va pouvoir côtoyer les personnalités qui viennent à l'école et pouvoir aussi leur présenter ce discours. Et ils en ont au moins autant besoin que le grand public parfois, parce qu'on s'aperçoit que bah, c'est ce monde de la minéralogie, ce monde des minerais, pas toujours connu. Alors, bien sûr, il faut trouver des formes d'attractivité. Bon, alors déjà, on a un atout, vous l'avez vu, c'est un lieu absolument magique, c'est très beau. Donc, à ceci près que quand on est sur le 60 boulevard Saint-Michel, on ne connaît pas ce lieu, hein. Donc, il va falloir trouver des moyens pour pouvoir attirer les gens. Peut-être il y en a ce soir, hein, on fait des conférences, puis on espère que vous viendrez nous trouver. Il y a évidemment tous les médias sociaux, je vous en reparlerai. On peut faire des livres, on peut faire des vidéos, on peut faire des films, etc. Et aussi, pour faire venir les gens, évidemment, on va faire des expositions. Donc, des expositions à la science. En ce moment, il y a une exposition qui parle de cristaux souverains. Alors, j'en dis deux mots. J'aime bien faire des apartés là-dessus, mais je vais y arriver le sujet, ne vous inquiétez pas. Cristaux souverains, ben, ça rejoint notre thème aussi de ce soir. On ne parle pas de minéraux. Alors, la différence là, c'est que ces cristaux sont fabriqués par l'homme à partir de matières premières minérales. Donc on va trouver des diamants artificiels, des rubis artificiels, qui vont être fabriqués dans un premier temps, pas pour la bijouterie, mais parce qu'ils ont des propriétés et des compositions spécifiques que l'on maîtrise. Et ils sont souverains dans le sens que c'est bien l'industrie française, des chercheurs français qui la maîtrisent, et on a même un savoir-faire qui dépasse les frontières et qui fait qu'on est même peut-être leader dans certains domaines, et qui vont donner des silices, des quartz, des diamants, des rubis, qui ont des propriétés particulières, optiques, électriques, etc., mécaniques, qui vont trouver des débouchés bah, dans la médecine, euh, dans l'armement, dans les nouvelles technologies, les panneaux photovoltaïques, etc., etc. Donc voilà, ça c'est le thème d'une exposition temporaire que vous pourrez voir jusqu'à la fin du mois de mai. Mais c'est aussi, vous avez vu, là on a une grande accumulation, on a 5000 minéraux, donc c'est une avalanche de cailloux qui vous tombent dessus. C'est la beauté aussi qui vous tombe dessus. Mais, et alors, qu'est-ce qu'on fait de cette beauté et qu'est-ce qu'on fait de cet ensemble? Ça va être très difficile en fait à percevoir. On va ressortir émerveillé, ça, il n'y a pas de doute. Mais qu'est-ce qu'on a appris une fois qu'on a fréquenté cette galerie de minéralogie? On a appris que les minéraux sont classés, qu'il y a des familles, qu'il y en a dans tous les pays, qu'il y en a de toutes les couleurs, c'est très bien. Mais à quoi servent-ils? Ça, on ne le voit pas tellement dans le musée. Donc, on va proposer des itinérances en fonction de certains thèmes. On a des élèves qui nous en ont proposé une il y a quelques années sur minéraux et santé. Il y a même un livre qui est paru dessus. Mais là, il y a aussi un parcours actuellement sur les pigments minéraux. Voilà, je suis un homme de la préhistoire, je veux orner ma grotte. Quels sont les minéraux qui sont à disposition pour pouvoir l'orner, etc., etc. Et là, eh bien, ça y est, on y est.
On y est arrivé, enfin presque. Oui, voilà. Là, c'est une itinérance qui est proposée dans ce musée à travers les minéraux qui servent à fabriquer le portable. Alors, on a fait un raccourci, j'ai mis pour fabriquer, mais même on avait mis 40 minéraux dans notre portable. Alors, évidemment, il n'y a pas 40 minéraux dans notre portable. Il y a par contre 40 substances différentes, extraits de minéraux, de minerais, qui vont servir, parce qu'ils ont des propriétés, à construire ce merveilleux engin là, qu'on a là, tous dans les mains, et que l'on utilise journellement et qui nous concerne maintenant tous, du plus petit jusqu'au plus grand. J'ai eu l'occasion là, de vérifier quelques chiffres. On compte que sur la planète, on est à 96% d'équipement. C'est-à-dire que pratiquement tout le monde a un portable, du plus petit jusqu'au plus grand. Et des endroits, même on est à 120, 130% d'équipement. Donc là, les deux poches sont remplies, hein. Donc c'est vraiment, pour le coup, c'est un très bon sujet parce qu'il nous concerne tous. Et avec 40 substances et avec les fonctionnalités qu'il a, eh bien, il agrège en fait toutes les problématiques que je viens d'évoquer. Donc c'est vraiment le bon sujet. Alors, ça a commencé, ça c'est pas, je vous parlais d'il y a 2 ans, mais on avait commencé déjà avec une expo, et j'aime bien, je le repasse systématiquement, parce que j'aime bien ce slogan là, qui est un peu interrogateur, qui disait pas de tantalite, pas de SMS. Alors, pas de tantalite, bon, on se dit, bah, tantalite, ça doit désigner ce truc qui est en dessous, ce minéral, on peut imaginer, hein, voilà. Et puis, pas de SMS, bon, bah là, on a compris, ça vise effectivement le téléphone portable. Donc, voilà, simplement par ce slogan, ce résumé, là, en quelques mots, on a déjà fait la connexion entre ça et ça. Alors évidemment, il va falloir le développer et l'expliquer. Alors, ce que vous voyez là, c'est de la tantalite. On le désigne aussi sous forme de minerai parce qu'il y a un autre minéral qui est associé sous le nom de coltan, hein. La contraction coltan, c'est la colombo-tantalite. Et c'est ce qui me permet de donner la définition de minerai. Ça désigne une roche, un minéral, ou une association de minéraux qui contiennent des éléments qui sont utiles. Alors ça tombe bien avec la tantaline parce que l'élément qui nous intéresse, eh bien, il s'appelle le tantal. Voilà, dans le tableau de Mendeleïev, c'est le numéro 73. Voilà, donc tantalite, et dedans, le minerai contient, là c'est un oxyde, donc il y a aussi d'autres éléments, il y a aussi du niobium qui est dedans. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le tantal. Donc déjà, il va falloir trouver ce minerai, puis ensuite mettre au point des procédés pour pouvoir extraire ce tantal, puisque c'est ce tantal qui nous intéresse. Pourquoi? Ben parce qu'il a des propriétés. Et donc c'est un métal. Donc il est excellent conducteur électrique, regarde là l'autre, hein, plutôt qui sont conducteurs électriques, qui a peu de corrosion. Alors ça déjà, ça élimine un certain nombre de possibilités, et qui par ailleurs permet la miniaturisation. Et là, on le voit arriver pour le portable, évidemment, pour le téléphone portable, puisqu'on va avoir un objet qui est quand même très très condensé. Donc ces propriétés-là font que ce tantal est un élément qui est absolument indispensable pour la construction du téléphone portable. Et on va voir où. Il est ici, dans des micro-condensateurs. On a des petits éléments conducteurs en tantal qui sont ici. On en a à peu près une vingtaine, une trentaine, ça dépend des appareils qui sont présents là. Alors là, on parle du téléphone, mais évidemment, bah, tiens, la caméra là, qui est là-bas, l'ordinateur qui est ici, puis la voiture avec toute son électronique en contient évidemment également. Voilà, donc un minerai, un élément dont on extrait, et ensuite un élément qui a des propriétés et qui va trouver sa place dans une utilisation. Alors, pour le resituer dans le tableau périodique, le voici, il est ici. Alors, ce tableau périodique des éléments, bon, maintenant il est complet, hein, d'ailleurs, il faudra que je révise mon tableau, parce que maintenant ces éléments qui sont là, bah, on est arrivé à 118, ils ont des noms, hein, voilà, donc c'est un ancien tableau. Bah, couvre effectivement l'ensemble des substances que l'on peut croiser sur la planète Terre. Il y en a même certaines que l'on va créer dans des laboratoires, hein, les derniers, là, justement, avec des durées de vie très courtes, ultra courtes. Mais bah, il rend compte de la diversité du monde, puisque c'est à la fois les minéraux, mais c'est nous aussi, bien sûr, hein.
C'est intéressant d'en parler parce que j'aime bien ce schéma qui est pas du tout le nôtre, qui commence déjà un petit peu à dater, mais qui est vraiment intéressant parce qu'il s'inscrit dans une dynamique et il montre à travers les couleurs qui sont présentes la colonisation par l'homme, la domestication presque, hein, de ce tableau de Mendeleïev au cours du temps. Et là, on voit bien, si on part quand même 1980, hein, c'est pas l'Antiquité, hein, euh, là, les substances utiles qui sont là-dedans sont très peu nombreuses, quelques dizaines, quelques unités, et pendant ce temps, l'humanité a vécu avec ça. Le fer, le cuivre, voilà. L'aluminium, c'est déjà plutôt le 19e siècle, hein. Euh, et puis les choses s'accélèrent. Années 90, années 2000, on a une colonisation de ça. Pourquoi? Bah parce que ces éléments avaient été découverts avant, pas tous, mais quand même la plupart. Très bien, c'était l'histoire de la chimie, de la connaissance, hein. Mais à travers les propriétés qu'on a pu déterminer sur ces éléments, eh bien, on s'est aperçu que ces propriétés, on pouvait les mettre à notre service. C'est bien cette histoire de domestication, d'appropriation par l'homme pour pouvoir faire des objets de plus en plus complexes. Et c'est ce qui crée cette dépendance également. Une autre façon de le présenter, mais ça dit exactement la même chose, mais j'aime bien aussi, alors là, on va un petit peu plus loin dans le temps. Ah, il n'y a pas tout non plus, hein, là, c'est plutôt les métaux. Et puis, on y associe en plus des objets. Mais on voit cette envolée, ce développement absolument extraordinaire qui va faire que bah, notre environnement a complètement été bouleversé. Beaucoup plus de différence entre, je sais pas, un homme du XVIIIe siècle, disait 1850 et puis nos jours, que tout ce qui s'est passé avant dans l'histoire de l'humanité. D'énormes différences entre cet homme du 19e siècle et celui du 20e, et nous, êtres humains du 21e siècle, voilà, on en est là, et il va encore se passer des choses, bien entendu, et on va encore améliorer, en sachant toutefois que ça y est, le tableau de Mendeleïev est complet, que la colonisation a quand même bien marché. On parle maintenant de pratiquement presque 80 substances qui ont trouvé emploi, utilité à travers leurs propriétés. Alors, le, euh, allez, le téléphone portable, eh bien, encore une fois, je vais vous dire, il va condenser ça à travers tous ces éléments. Alors, on ne va pas tous les donner, on a parlé d'une quarantaine, la liste serait laborieuse, fatigante, exhaustive, mais parlons de quelques-uns, par exemple. Donc, on a déjà vu le tantale, hein, avec ses micro-condensateurs. Un élément dont on parle beaucoup en ce moment, le lithium, bien sûr, hein, qui est un métal très léger que l'on va trouver dans les électrodes de batterie. Alors là, du coup, ça, ça étend complètement le sujet, puisque évidemment, on est sur la notion de batterie. Il n'y a pas que les téléphones portables qui ont besoin d'une batterie. On parle des véhicules électriques, enfin, etc. Et donc, on voit tout d'un coup cet élément-là. Le Tantal a eu son heure de gloire, je continue à en parler, mais aujourd'hui, évidemment, dans la presse, dans les médias, le lithium, le lithium, le lithium, donc on en parlera bien sûr aussi. Et puis, un des représentants de ce que l'on appelle les terres rares, en l'occurrence, j'ai choisi le néodyme. Donc, ces terres rares, si vous voulez, on leur donnera une définition, mais là, c'est des propriétés électromagnétiques. Et donc, on va trouver, enfin, pour le néodyme, dans les terres rares, il y a d'autres propriétés, hein, propriétés lumineuses notamment, qu'on va trouver dans les écrans. Et donc, bah, par exemple, là, on va trouver du néodyme dans les micros, voilà, mais il y a aussi les micros dans le téléphone. Donc, voilà quelques exemples. Et là, si on fait le lien direct, ça, c'est aussi un petit poster qu'on avait fait, pas 40, hein, c'est uniquement pour remplir mon rectangle là, mais voilà, on va pouvoir faire ce lien entre le portable et donc tous ces minéraux et qui sont des minerais. Alors, on va un petit peu plus loin, et dans le projet qu'on a développé, en fait, on a essayé de désosser un petit peu le portable et de regarder ensemble par ensemble. Vous avez l'écran, vous avez la batterie, vous en avez d'autres encore. Évidemment, il y a la coque et le châssis, il y a l'électronique. Mais déjà, c'est épatant parce que, bon, châssis, il y a les éléments métalliques, donc on se dit évidemment, il y a des éléments minéraux là-dedans et des minerais, avec des métaux pour certains connus, d'autres un petit peu moins. Mais la coque est un élément plastique. On se dit, bon, bah, le plastique,
donc peut-être produits pétroliers, pas seulement, il y a des PVC avec du chlore, et puis surtout, il y a plein, ce que l'on ne sait pas, c'est que dans la matière plastique, simplement la coque ou n'importe quel objet en plastique, bah, c'est beaucoup de minéraux dedans. Parce que le minéral, là, il n'a pas une grande fonctionnalité, il est là comme charge. Donc c'est le carbonate de calcium surtout que l'on va mettre, et il y a 70% de partie minérale dans cette coque en plastique, déjà, pour commencer. Donc son rôle là est très basique, hein, c'est je me substitue à une matière première qui coûte plus cher, etc. Donc je sers de charge, hein. Mais par ailleurs, il y a aussi des éléments qui vont être incorporés pour donner des propriétés de résistance mécanique, d'usure, de résistance au feu. Donc on va mettre ça, ces adjuvants-là, ces éléments qui vont venir composer aussi la partie plastique. Alors, électronique, bien sûr, c'est là où on retrouve le tantal. Et alors là, systématiquement, vous voyez dans ces différentes parties, on désigne un métal, un élément, on le symbolise, bien sûr, mais on lui associe évidemment un minéral, donc qui va être son minerai. Donc ça, c'est important pour pouvoir comprendre déjà cette liaison. L'intermédiaire, c'est effectivement l'élément. Voilà, alors, on les a tous, comme ça, voilà. On a fait 5 groupes. Alors, comme on a fait un projet scolaire autour de ça, c'était les petits groupes, hein, on part à la chasse aux minéraux, mais ça, je vais vous en parler. Une autre façon de le voir, en prenant les minéraux du musée, voilà, donc de magnifiques objets. Alors, pas du tout représentatifs, je reviens quand même dessus, hein, j'insiste un peu. Ça, cette beauté que vous voyez là, alors elle est dans les vitrines du musée, mais évidemment, elle n'est pas du tout représentative de ce qu'elle minerait, puisque le minerai, c'est moche, on rend compte, hein. Pourquoi? Bah, parce que la destinée normale d'un minéral, c'est d'être tout petit. Quand on regarde une roche, on le voit à peine, ce minéral. On le voit dans le granit, hein, parce qu'il y a des grains noirs, des grains blancs, etc. Donc voilà, ils sont millimétriques. La plupart du temps, il faut un microscope pour pouvoir les distinguer. Donc la destinée normale d'un minéral, c'est d'être petit, et c'est d'être coincé avec ses copains, donc d'avoir une forme tout à fait quelconque, parce que bah, ils se sont formés plus ou moins ensemble, et donc ils sont un petit peu coincés. Donc en général, les minéraux, on ne les voit pas. Là, on les voit au musée parce que là, ils sont gros, et puis ils ont leur propre forme, on dit automorphe. Mais c'est complètement anormal. Là, vous avez des monstres, comme on vous présente. C'est monstres de beauté aussi, donc monstres au sens étymologique qu'il faut montrer. Donc ça, on va le faire dans le musée. Si vous venez, vous verrez qu'il y a une vitrine qui est consacrée à ça, qui reprend les tableaux que je vous ai présentés. Et donc, en fait, la stratégie dans le musée, mais après, on joue avec sur Internet aussi, hein, c'est d'aller rechercher dans cette opulence muséale, là où se trouve le minéral en question. Alors, c'est compliqué, parce que si vous dites aux gens, bah, bon, alors ça y est, on a compris qu'on a associé le tantal à la tantalite. Je vous vois la tantalite. Il y a 5000 minéraux de présentés. Il y a une collection systématique. Donc, si vous avez ça comme objectif, bon, on peut vous donner peut-être un lit, un peu de bouteille pour trouver, parce qu'il va falloir se balader dans le musée, et avant de le trouver, ça ne va pas être facile. Alors évidemment, il y a un ordre dans ce musée, et donc ça nous permet d'évoquer la classification des minéraux. Là, on est en présentation d'une collection systématique. On va présenter systématiquement tous les minéraux. Et il y a un classement. Ce classement, il est chimique. Donc, on va avoir des familles chimiques. Il y a 10 familles. C'est pas le jeu des 7 familles, c'est le jeu des 10 familles. Alors, on va quand même donner quelques indications. On a le plan de la galerie. Vous aviez objet sur, enfin, vous aviez une photo qui représentait cette galerie. Il y a des alvéoles qui sont repérées par des lettres. Et dans ces alvéoles vont être distillées toutes ces familles dans un ordre très, très scientifique. Donc, ça va être plus facile si je vous dis que la tantalite est un oxyde. Donc, un oxyde, là, on élimine tout le reste. On va en trouver par ici et on va trouver par là. Donc, ça va déjà être plus facile de trouver la tantalite. Bon. Alors, j'allais dire, dans un bouquin, c'est pareil. Il faut donner quelques indices pour pouvoir s'y retrouver dans cette complexité du monde minéral. Voilà, moyennant quoi, après, là, je vous présente le projet pédagogique, hein, on va faire quelques petites interrogations là-dessus. Et par ailleurs, vous avez dans ce musée, mais là, je vous parle pour l'instant du musée, bien sûr, je vous parlerai d'autres choses après, vous avez dans ce musée à toi des échantillons qui sont donc présentés. Voilà, la tantalite, ça y est, on l'a trouvé. Bon, alors là, il y a quoi? Ben, il y a plusieurs échantillons qui sont présentés parce qu'ils ont des formes différentes de cristallisation, parce qu'ils ont des couleurs différentes, parce qu'ils viennent de gisements différents.
Donc on va avoir comme ça cette multitude, en plus cette opulence autour d'un minéral qui va être représenté par 1, 2, 3, 10, 20, 30 échantillons qui proposent cette diversité. Et puis ça s'arrête là. Donc en fait, en termes d'information, on est très pauvre. Ça y est, on a trouvé la tantalite, et alors? Alors là, pour nous aider, on a mis au point un système de petits QR codes. Donc, on va utiliser le téléphone portable pour pouvoir parler du téléphone portable. Tout le monde est équipé. Alors, on avait prévu quand même que quelques personnes ne le seraient pas équipées. On n'a pas forcément les applis, enfin, etc. Alors, on a mis des tablettes à disposition. Ça fait 2 ans. Pour l'instant, elles n'ont pas encore servi. Parce que tout le monde est équipé, en fait. Alors, voilà. Donc, il suffit d'avoir le réseau et donc ça a très, très bien marché. Et qu'est-ce que vous allez trouver là? Eh bien, vous allez trouver des indications. Alors, bientôt, ça sera disponible en libre, hein, y compris sur notre site. Il n'y aura pas besoin de venir au musée pour trouver ces informations. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, parce qu'il faut y travailler un petit peu, mais elles sont toutes là. On va vous dire, bah, le lithium, par exemple, j'ai pris l'exemple du lithium, c'est l'élément qui est placé là. Il y a un petit audio hein, qui est associé. On va y associer le minerai qui contient ce lithium. On va donner les propriétés de ce lithium. On va donner le droit du portable dans lequel on trouve ce lithium. Voilà, vous l'avez compris, hein, plutôt la batterie. Et puis, on va aussi évoquer les pays, éventuellement les pays transformateurs. Là, en l'occurrence, pour le lithium, eh bien, on va évoquer les grands gisements d'Amérique du Sud qui sont dans les Salas, et puis des gisements d'Australie. Donc, pour l'instant, c'est 2 principales productions qui sont plutôt dans ce minéral-là qui est présenté et qu'on appelle le spodumène. C'est aussi le spodumène qui était sur l'affiche de la présentation de ce soir. Et voilà, donc là, on commence déjà à avoir un petit peu plus d'informations. Et ce qui est intéressant, c'est justement cette entrée de où extrait-on ces minerais, où les trouve-t-on? Alors, c'est 2 questions et ce n'est pas forcément la même chose. Parce que où les trouve-t-on? Quand on regarde ce qui est exposé au musée de minéralogie, on s'aperçoit que du spodumène, on va en trouver en Amérique du Sud, bien sûr, puisque c'était plutôt les Salas, en Australie, bien sûr. On va en trouver aussi en Amérique du Sud, on va en trouver en Afrique, on va en trouver en Europe, on va trouver certains pays en France, et pourtant, on ne les voit pas apparaître dans les pays producteurs. Donc c'est déjà susciter un questionnement du pourquoi. Pourquoi cette différence entre les étiquettes du musée qui montrent qu'il y a une diversité et une représentation de ces minerais partout sur la planète, et pourtant, focalisation aujourd'hui sur quelques pays seulement. Alors c'est déjà une source d'interrogation. Je pourrais vous la transmettre, on pourrait interagir comme ça, mais les éléments de réponse qui peuvent être apportés, c'est on en a, mais on en a très peu. On en a eu, mais on a déjà tout utilisé. Donc là, il y a un témoin au musée de minéralogie, mais c'est fini. Ça marche pour certaines substances, hein, c'est vrai. Hein. Les gisements ne sont pas assez importants, mais ça peut être aussi, une mine, c'est quand même, ça crée un peu de désordre au niveau de l'environnement. Donc on choisit de ne pas exploiter dans notre pays et on préfère commercer avec les pays voisins. C'est la position française actuellement. Il n'y a plus de mines sur le territoire métropolitain. Donc voilà, c'est déjà une invitation à la réflexion sur pourquoi y a-t-il des substances à certains endroits et pourquoi ne sont-elles pas nécessairement exploitées. Et pourquoi d'autres choisissent au contraire de l'exploiter en grande quantité. Alors après, tout de suite, cet aspect géographique va nous permettre de développer les enjeux géostratégiques. Là, je vais tout balancer sur une carte. Le lithium, on en a parlé là dans les Salas avec quand même un problème de pollution environnementale indiscutable parce qu'on exploite ces éléments-là. Par ailleurs, on a besoin pour pouvoir appliquer les procédés d'extraction. Donc, l'eau dans un endroit hyper désertique, ça va quand même poser un certain nombre de problèmes. On a parlé de l'or en Guyane, là je ne développe pas, parce que je pense que dans les médias on a déjà beaucoup parlé, hein, avec là aussi cette problématique de la nature, de l'eau, puisque là encore l'eau va être importante pour pouvoir extraire ça. Parler des exploitations en Mongolie des terres rares. On peut parler, mais on va le développer un petit peu de ça, du tantal, tiens, on en avait parlé au départ, mais aussi du cobalt dans un pays comme la République démocratique du Congo. Et à travers ces images,
déjà, on commence à saisir quelques problèmes, quoi. Là, on voit quand même une couleur de l'eau qui est pas très, comment, pure. On a un niveau mineur qui, quand même, a un âge un petit peu jeune, hein. On voit des installations qui peuvent poser problème, enfin, etc. Donc, voilà, en regardant la carte du monde, en identifiant les lieux, on commence à focaliser sur les enjeux dont je vous ai parlé. Alors, pour l'instant, on avait parlé de la merveilleuse histoire de l'industrie, c'est intéressant, hein, et du développement et des découvertes. Et là, on commence à parler de l'impact qu'a effectivement cette exploitation, surtout quand on arrive à des quantités telles que 10 milliards de portables, téléphones portables sur la planète Terre. Et je ne parle pas des ordinateurs et je ne parle pas des télévisions et autres équipements. Donc ça permet de réfléchir sur les enjeux géostratégiques et évidemment sur les projets environnementaux. Et on voit les gens et les populations là, qui sont évoquées à travers ces photos, qui vivent évidemment sur ces endroits, et les choses ne se passent pas toujours très simplement. C'est presque un euphémisme que de le dire. Alors revenons sur notre Cantal, où on voit qu'on a des pays producteurs qui se répartissent sur la planète, avec une focalisation que je vais faire sur la République démocratique du Congo. Donc rappelez-vous, c'est la tantalite, et cette tantalite, si on regarde la carte du Congo, on va la retrouver dans une région dont on entend souvent parler dans les informations, qui est plutôt dans le Kivu, le sud Kivu, aux confins du Rwanda. Là, il y a un Rwanda qui est pas loin, qui est ici, du Burundi, de la Tanzanie aussi. Donc dans une zone qui en fait est aussi une zone, la nature a été préservée, où on est sur la forêt équatoriale primaire, on est sur le territoire des gorilles, hein. Donc là, il va avoir une compétition entre ses enjeux et ses besoins de Tantale absolu avec ses réserves formidables, et donc cette envie de pouvoir l'exploiter, et en même temps cet enjeu de préservation de la nature. Et là, du coup, ça ne crée pas du tout la prospérité du pays. Ça crée un conflit. Et ce conflit, il est entretenu par ces enjeux-là, parce que quand le pays est en conflit, évidemment, la protection de la nature, la protection des habitants, la protection des enfants est un petit peu moins respectée. Et à partir de là, et là aussi c'est un euphémisme que de dire ça, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir effectivement accéder à ces gisements. Alors évidemment, ça donne lieu à des images voilà, qui sont très symboliques, mais qui peuvent ensuite frapper les esprits, associés donc à ce petit micro-condensateur que j'ai dans mon portable, des images très anxiogènes et un peu angoissantes, et aussi un peu culpabilisantes, puisque j'ai compris qu'il y avait un petit peu de ça dans mon téléphone portable. Alors rassurez-vous, on va essayer de rebondir par rapport à ça. Je n'invite pas les gens à un suicide collectif ce soir. Voilà. Alors, vous voyez, même des fois, il y a des images chocs là, qui circulent sur Internet. Ça, c'est alors déjà, elle est un petit peu ancienne. C'est des images assez fortes où là, on associe effectivement le minerai à un minerai de sang. Et là, c'est matérialisé par ce téléphone portable, euh, donc RDC, hein, duquel s'écoule du sang. Donc là, on est vraiment dans une image extrêmement forte. Bon, on reviendra dessus, hein, mais cette problématique existe quand même et on ne peut pas la nier. Alors tiens, parlons du lithium. Je change de sujet, puis après on regardera tous ces produits et tous ces aspects dans leur globalité. Je vous ai dit, actuellement, Australie, Amérique du Sud, ce sont les deux grands types de gisements. Mais aujourd'hui, on commence, puisque ce lithium est extrêmement précieux, important, stratégique, etc., regardez où on trouve du lithium. Et là, on en trouve en Espagne. On en trouve en Cornouailles. On commence à parler de nouvelles ruées, non plus vers l'or, mais vers le lithium. La France, futur Eldorado du lithium. Alors on évoque à partir de ce lithium des gisements qui sont des gisements en profondeur, dans des milieux salins, hein. Effectivement, c'est dans l'est de la France. On va injecter de l'eau, on va récupérer ces saumures, charger de lithium, extraire le lithium, renvoyer ces saumures. Donc ça, c'est un premier procédé. Mais il n'y a pas que ça. Voilà. Il y a aussi, là on évoque, et je pense que à travers les informations qui sont passées il n'y a pas si longtemps,
la possibilité d'une ouverture de mine dans le Massif central, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc ce lithium, là, il est associé à un autre minéral dont je n'ai pas parlé, qui s'appelle la lépidolite, qui est un joli mica très, 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 très beau, hein, qui est présent là sur une installation. En plus, il y a déjà une exploitation de kaolin. Hein. Donc, kaolin qui est issu de la désagrégation de, ce, de, ce, de cette lépidolite. On parle aussi de spodumène, puisque on a parlé tout à l'heure. Et là, c'est plutôt vers la Bretagne que les yeux vont se tourner. Alors, aussitôt qu'on a dit ça, on commence à voir surgir les problèmes. Parce que ouvrir une mine en Bretagne, ouvrir une mine dans le Massif central, là, ça va faire débat, puisqu'on a choisi jusqu'à présent plutôt d'arrêter cette exploitation minière au regard de la pollution, de l'atteinte à l'environnement qu'il y avait. Donc il y a eu un choix vraiment qui a été fait, à tel point qu'on est arrivé même à oublier qu'il fallait des matières premières pour pouvoir fabriquer tout ça. Donc la question se pose, je ne dis pas qu'il faut ouvrir ou il ne faut pas ouvrir, mais il y a des besoins, il y a des gisements, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, il va falloir effectivement en discuter. Et la réponse passera peut-être pas, c'est par j'exploite ou j'exploite pas, mais surtout, qu'est-ce que je consomme? Et qu'est-ce que je veux consommer? Donc c'est ça le grand débat. Et c'est ça qu'on essaye de replacer à travers les expositions que l'on a pu faire. Il n'y a pas que nous qui parlons de ça, d'ailleurs, du coup, je pense aux élèves d'un master à l'école chimique qui ont exposé et qui continuent d'exposer sur ces substances stratégiques de la transition, qui ont un succès avec leur exposition. Ils ont commencé au musée. Si tu veux en parler à un moment donné, après quand on discutera. Ah, donc alors tu peux en parler quelques secondes parce qu'il y a des élèves qui se sont emparés de ce sujet, qui actuellement, il y a une exposition qui tourne. Elle est où en ce moment? Et bien là, il vient de partir pour le musée de l'école des Beaux-Arts. Et elle était avant? Décathlon, au siège social de Décathlon avant. Puis après, l'autre endroit. Et à partir de fin mai 2020, nous avons le Festival d'histoire de l'art au Pélé. L'exposition est ici, l'école des Mines. Vous pouvez voir cette exposition, c'est celle des Kémonos. Un cas de Kémono chapeau sur les problématiques générales de géopolitique dans le et puis 6 cas de Kémono chacun sur un des lignes stratégiques de la transition écologique et énergétique. Donc, voilà. Et cette exposition a été faite effectivement par les étudiants du master spécialisé IGE, ingénierie et gestion de l'environnement, cette année dans le cadre de mon cursus de formation. Voilà, là, vous avez une très belle illustration de l'appropriation de ce message, le fait que nous, on soit mis au service de cette exposition, déjà en la présentant déjà à Paris en premier temps, puis après, avec nos réseaux d'échanger, de proposer cette exposition. Et on a la joie de voir qu'elle a un succès incroyable, parce que l'itinérance des expositions, c'est pas si évident. Et là, on en est déjà à 3, 4, 5, 6, comment dire. Stratégique. Et puis on a fait aussi un appui de géosciences pour les vraiment documenter stratégiquement. Avec des choses beaucoup plus détaillées que ce que je peux vous raconter ce soir. Hein. Voilà. Et beaucoup plus précises. Alors, les terres rares. Là, les terres rares, on évoque un autre sujet qui est celui de la prédominance d'un fournisseur. Alors, vous voyez là, je l'ai fait exprès, ce sont des statistiques 2010. En 2010, pour les terres rares qui sont absolument indispensables pour faire notre écran, vous avez vu les appareils, les équipements, etc., grâce à leurs propriétés lumineuses, leurs propriétés électromagnétiques. À l'époque, un seul fournisseur, 97%. Le reste est anecdotique, la Chine. Donc ça pose un enjeu tout à fait problématique parce que c'est unique fournisseur. Quand vous êtes un unique fournisseur, il peut couper le robinet à tout moment, il peut changer le débit de ce robinet, il peut changer aussi le prix de ce qui s'écoule. Donc on peut tout faire, on peut multiplier par 10 le prix, et là, il n'y a pas d'alternative possible, difficile. Et donc, voilà. Et après, même la Chine dit, mais attendez, ces matières premières, c'est fait pour les transformer. Donc, je vais d'abord privilégier le développement de mon industrie et vous vendre les produits avec valeur ajoutée, les produits transformés. Et donc là, vous devenez complètement dépendant
d'une seule source d'approvisionnement. Donc là, on voit la difficulté de l'enjeu géostratégique. Et pourtant, il y a quand même d'autres États. Alors j'ai une autre carte qui est plus récente, qui illustre aussi un peu ça, et qui voit que en quelques années, les choses ont quand même évolué, puisque alors c'est pas tout à fait la même façon de présenter, enfin, etc. Mais retenons ce chiffre qui est ici. Là, la Chine ne représente plus que 62% de la production. Merci en tout cas d'être passé. Merci à toi. Et là, le musée, le minage musée à l'école des mines, là, vous avez quelques photos, mais en vrai, il y a encore plus de. Merci. Ça vaut le coup. C'est de la réduction. C'est magique. Merci. Alors voilà, il exprime le fait que déjà les cartes du jeu sont en train de bouger. Elles vont bouger encore et je focalise là sur quelque chose, ce sont des pays voisins. Regardez, en termes de réserve, en termes de potentialité, un pays voisin comme le Vietnam, qui en fait a des réserves qui sont absolument comparables en ordre de grandeur à la Chine et qui aujourd'hui exploite très peu. Alors, c'est pas jouer les Cassandres que de dire que là, à un moment donné, il va forcément avoir un problème avec le Vietnam. Pour l'instant, on n'en parle pas beaucoup, mais il y aura forcément, au regard des enjeux, une problématique environnementale, l'exploitation du Vietnam, une problématique politique. Le voisin, la Chine, quand même, déjà a des regards, c'est pas depuis aujourd'hui, hein. Voilà, les autres puissances mondiales aussi. Donc, c'est pas faire œuvre de prédiction, de jouer à Madame Soleil, que de dire vraisemblablement sur le Vietnam, on va beaucoup en parler au niveau de ces substances, immanquablement, au regard des réserves qui sont présentes et au regard de la consommation qui existe. Voilà, j'arrête là, hein. Et je ne développerai pas plus d'ailleurs toutes ces cartes parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Là, si je reviens sur le projet que l'on a développé dans le musée, c'est de montrer toutes ces interactions. Parce que là, j'ai montré les gisements, l'exploitation, mais il y a aussi la transformation. Et ce n'est pas forcément sur certaines substances les mêmes pays qui exploitent et qui ensuite transforment. Ce qui fait dire que d'ailleurs, au niveau de certaines substances, elles ont fait plusieurs fois le tour du monde avant de finir dans votre poche, dans le portable, parce qu'elles ont été extraites à tel endroit, transformées à tel autre, assemblées dans un autre encore, et puis ensuite, par les réseaux commerciaux, voyagées à droite à gauche. Donc ça, c'est important de prendre conscience de tout ça, parce qu'après, évidemment, il va falloir discuter de ça. C'est là-dessus que je vais finir, parce que là, je vous ai balancé plein de données, qui ne sont pas toujours très sympathiques, qui sont anxiogènes, qui sont culpabilisantes. Bon, et alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrête le portable, on ne téléphone plus, on retourne au signaux de fumée. Signaux de fumée, c'est très polluant aussi, hein, en fait. Le CO2, c'est pas bon, hein. Donc, cette notion de rétrogradé est compliquée aussi. Alors, quelles sont les pistes? Alors, il y a des pistes, elles sont multiples, hein. Il n'y a pas une solution. Il y a des pistes, il y a des choses sur lesquelles il faut travailler. Il y a déjà la piste éthique. C'est-à-dire qu'on peut, et déjà beaucoup d'entreprises se sont mobilisées là-dessus. Le mouvement est venu des États-Unis, mais maintenant, évidemment, il est de plus en plus grand. C'est cette notion de conflict free. Monsieur Samsung, produisez-nous des. Ah, c'est filmé, Monsieur Samsung, Orange, il faut dire plusieurs noms, c'est comme ça qu'on la produisez-nous, donnez-nous des objets qui sont fabriqués avec des matières premières qui ne sont pas issues de zones de conflit. C'est un poids que le consommateur peut appliquer sur une charte éthique. Alors, on ne le vaut pas, hein, on n'est pas au pays des bisounours. Bien sûr, les trafics existent. Bien sûr, ça va créer tout un tas de problèmes, ne serait-ce que celui de mettre l'embargo sur les pays où il y a conflit. Je ne suis pas sûr que ça soit forcément la bonne solution. Parce que les gens finissent par plus se battre, faute de nourriture, d'argent et par épuisement. Donc je ne sais pas si c'est véritablement la solution, mais en tout cas, c'est déjà au moins une prise de conscience. Après, toujours dans le mode je suis un consommateur, c'est cette notion d'obsolescence programmée. Je ne sais pas si on le voit très bien là, sur lequel il faut quand même revenir. C'est un mot très à la mode, mais quand même, là, il faut avoir un poids pour faire en sorte que quand même cet objet qui est encore utile, qui a encore des années de travail devant lui, ne soit pas jeté parce qu'il y a un petit composant qui va pas très bien, parce qu'il y a une appli qui ne correspond plus, donc je vais passer à un outil différent. Donc là, il faut évidemment travailler là-dessus, et ça se fait évidemment par un jeu de pression collectif
du consommateur vers les producteurs. Ça peut pas être, ça peut difficilement être autre chose. Après, évidemment, il y a tout la partie du recyclage. Parce que quand on a 10 milliards de portables sur Terre, eh bien, on a un gisement absolument considérable de tantale, d'or, de platine. Oui, il y a de l'or aussi dans les téléphones portables. Alors, bah là, c'est compliqué. Aujourd'hui, on est loin du compte. Et c'est là quand même qu'il y a des pistes qui sont intéressantes, puisque si c'est compliqué, bah, va falloir essayer de résoudre cette complexité. Donc, il va falloir travailler là-dessus, il va falloir avoir des objectifs qui portent là-dessus, et ça, c'est important. Alors, on commence déjà à avoir des pistes. C'est pas, là non plus, c'est pas une page de pub, mais le Fairphone, par exemple, apporte des éléments de réponse par rapport à ça, avec sa déconstructibilité, son interchangeabilité, je joue avec des mots très compliqués, là, j'y arrive pour l'instant, de certains éléments quand ils sont obsolètes, quand ils sont abîmés, avec aussi une éthique posée sur les modes d'exploitation, les façons de s'approvisionner, etc. Donc c'est une piste vraiment qui est intéressante, qui est loin d'être généralisée, mais sur laquelle les gens viennent de petit à petit. C'est à la fois un devoir des entreprises, mais c'est aussi une demande du consommateur. Si on n'a pas cette prise de conscience, bah, il n'y a aucune raison pour que les choses changent. Alors, ça, c'est intéressant tout ça, parce que c'est là où on rebondit. Parce qu'on s'aperçoit que tout ça pose un certain nombre de problèmes, mais des problèmes qui peuvent trouver une solution. Et au niveau du musée, c'est là-dessus que l'on va, c'est-à-dire que bah, il nous faut des chercheurs. Pour trouver déjà des chercheurs géologues, pour trouver des gisements. Ça va permettre peut-être de diminuer la tension à certains endroits. Pour avoir une connaissance de la planète et des endroits où on peut exploiter. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais une fois qu'on sait où sont les choses, on peut mieux décider, on peut mieux gérer, on peut mieux prendre conscience des interconnectivités. Il faut des chercheurs euh, comment, sinon des propriétés nouvelles, mais l'optimisation de certaines propriétés. On va peut-être trouver des substituts au tantal. Souvent, c'est pas je substitue une matière par une autre, mais en travaillant sur plusieurs matières, là encore, je diminue la tension. D'ailleurs, pour le tantal, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Là, je vous ai parlé de choses extrêmement violentes dont on a parlé plus tôt dans les années 2010. Aujourd'hui, la pression véritablement sur le tantal est un peu tombée. Malheureusement pour la République démocratique du Congo, le point de focal aujourd'hui, c'est le cobalt. Donc le problème n'est pas résolu en RDC, mais la problématique du tantal au niveau des outils de production et au niveau des gisements est un peu moins tendue que ce qui ne l'était avant. Donc on a progressé et c'est très bien. Il va nous falloir des ingénieurs, entre autres, des ingénieurs pour concevoir des chaînes de fabrication, mais aussi pour concevoir des chaînes de défabrication. Et donc, quand on défabrique un produit, eh bien, il faut le concevoir défabricable. Là, le designer intervient. Alors, il en va de même pour les bâtiments que pour les portables, et que pour tous les objets, bien évidemment. Parce qu'il ne s'agit pas de faire un produit qui se défabrique, mais qui ressemble à une cabine téléphonique. Ça ne va pas être facile à remettre dans notre poche, quoi. Et là, on s'est habitué quand même à quelque chose qui était quand même accessible. Il va nous falloir des gens qui travaillent sur le domaine économique, parce que ces réseaux de recyclage, ces réseaux économiques, évidemment, il faut les organiser. C'est pas simple. Donc là, il y a vraiment des choses à faire. Il va falloir aussi, bah, comme je fais un petit peu ce soir, en parler. Donc, avoir des médiateurs, des enseignants qui parlent de tous ces domaines pour pouvoir bah, discuter, comme on le fera, j'espère, dans quelques minutes, réfléchir à ces enjeux, essayer de faire à peu près les bonnes connexions, pas forcément apporter les réponses, hein, parce que les réponses sont complexes, hein, puis elles sont liées aussi à j'allais dire, des envies, des objectifs politiques qui ne sont pas forcément partagés. Ça aussi, il faut qu'on en discute. Mais en tout cas, on peut faire des connexions intéressantes. Tout ça ne se passera pas forcément très simplement, donc il faudra quand même faire quelques lois pour pouvoir contraindre tout ça et organiser tout ça. Donc, quand on fait ce panorama, ben, on voit que, certes, la situation est grave, oui, il y a des problématiques, mais il y a des pistes sur lesquelles il faut travailler. Et là, en fonction, alors là, c'est à titre vraiment personnel, au-delà de l'intérêt collectif de consommateurs, on peut, en fonction des appétences et des compétences que l'on a, se mobiliser dans son métier, dans sa vie professionnelle, sur l'un ou l'autre de ces métiers
pour pouvoir faire évoluer les choses. Et ça, je trouve que c'est vraiment important de le dire, parce qu'on est dans une société hyper anxiogène, où on parle que culpabilité et destruction. Bon sang, à un moment donné, il y a aussi la possibilité de rebondir et de faire changer les choses. Voilà. Et ça ne peut partir que par la connaissance et que par l'investissement de gens qui ont des compétences dans ce domaine-là. Voilà, c'est ça notre discours, en tout cas au musée de minéralogie. Voilà, mais c'est clair que le travail est colossal, parce que là on a parlé des portables, bon, alors on va pouvoir parler de la voiture, mais tout ça en fin de compte c'est le même sujet évidemment, hein. C'est la même problématique. Et ça, on a essayé d'en parler un petit peu partout. Là, ça fait 2 ans, je vous dis, on en a parlé pendant la semaine du développement durable, on a parlé pendant les cordées de la réussite, vers les jeunes, hein, par exemple. Il y a le forum, peut-être que c'est quelque chose un peu en projet, d'après ce que j'ai compris, je ne sais pas si tu connais l'expérience à Provins, développe là, où il fédère sur quelques journées voilà, des associations tournées beaucoup vers les scolaires, mais aussi vers le grand public. Donc là, on avait eu l'occasion, parce que là, c'est le thème des ressources naturelles, c'est pas toujours le même thème tous les ans, hein. Voilà, on en a parlé aussi aux Olympiades des géosciences. Enfin bref, l'idée, c'est de diffuser la fête de la science. On en parlera encore sans doute demain soir pendant la nuit des musées. Ah, il ne va pas venir. Ouais, la fête de la science ne va pas venir. Voilà. Donc, en fait, tout est bon. Ce merveilleux musée, là, avec, je ne vous ai pas dit qu'il y avait des joyaux de la couronne. Je ne vous ai pas dit qu'il y avait des superbes météorites qu'on pourrait toucher Mars et toucher la Lune. Alors ça, c'est génial, ça attire. Bon, et puis un petit peu, on prend un petit moment quand même pour parler des minéraux du téléphone portable, comme on l'a fait ce soir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, tu as La petite page de pub, hein. parfaitement répété tes mots. Voilà. Hop. Donc, c'est un petit moment d'échange. Si vous n'êtes pas épuisé par ma... On va répondre à la question. Alors, si vous voulez, on vous ouvre la porte en bas. On fait, On peut passer encore quelques minutes ensemble. c'est un peu ouvert. Pour ça, en fait, donc c'est bon. Après sortir. Et donc, merci d'avoir balayé ce large, en allant des vidéos jusqu'à la relocation de plusieurs carrières. C'est ça. Super. Oui. Pour lesquels on a une grande équipe, mystique, etc. Mais c'était partie des vidéos qui ont commencé qu'on n'a pas les meilleurs. On peut parler avec les collections, les fondations actuelles. On conseille de toute façon, l'impression à changer de façon de produire parce qu'on n'a pas les meilleurs. Alors là, pour l'instant, on commence à poser de très sérieuses questions sur le cuivre. C'est pour ça qu'on en vole. Vraiment, au train où on consomme, là, on a vraiment de grandes inquiétudes par rapport à cet élément qui pourtant semble. On est passé de l'âge du cuivre. On est passé de l'âge du cuivre, hein, voilà, qui nous a accompagnés pendant tout le développement des civilisations et qui aujourd'hui, plus que jamais, est absolument nécessaire. Là, on commence vraiment à avoir des inquiétudes là-dessus. Et l'horizon de 30 ans, c'est à peu près ça. Alors, là, je ne vais pas rentrer dans un cours, hein, mais c'est la notion de ressources et de réserves que l'on aborde. Et là, il faut évoquer 3 paramètres. Le paramètre économique. Je vais vous illustrer très clair. Il y a 40 ans, on disait, pour le pétrole, par exemple, on n'en a plus que pour 40 ans. Puis il y a 30 ans, on disait, il n'y en a plus que pour 40 ans. Puis aujourd'hui, on dit, il y en a peut-être encore pour 40 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, déjà, le prix du pétrole a monté, ce qui a permis d'accéder à des gisements qui étaient jugés pas rentables à l'époque et qui maintenant le sont devenus. Donc ça a donné voilà, un approvisionnement supplémentaire. La technologie a évolué. Donc il y a le paramètre économique et il y a le paramètre technique, c'est-à-dire que sur un gisement, sur des circonstances, je vous appelle de parler du gaz de schiste, mais on a des technologies qui permettent d'accéder à quelque chose qu'on ne savait pas nécessairement faire, en tout cas à prix raisonnable, à l'époque d'il y a 40 ans. Donc, la notion
de réserve est conditionné par ça, économique et technique. Et puis après, il faut y rajouter, alors ça, c'est ce qu'on met dans les cours, mais aujourd'hui, il faut y rajouter évidemment un paramètre éthique, parce que parlons de l'Antarctique, parlons des fonds sous-marins, c'est d'actualité en plus, on y va ou on n'y va pas? Donc là, on identifie des ressources, mais qui, pour des raisons éthiques de préservation de la nature, donc c'est éminemment une décision politique, dit non, on n'y touche pas. Mais il est possible qu'en fonction des conditions de consommation, des conditions de pression économique, on remette les choses en question. Regardez pour les fonds sous-marins, c'est complètement d'actualité. La France s'est prononcée de façon très formelle, encore aujourd'hui, pour dire non, et ce n'est pas le cas d'autres pays. Donc ça, c'est un débat politique qui va bouger là aussi en fonction de la pression de consommation, etc. Donc, parce que sinon, le géologue va vous répondre, va vous dire, mais en fait, alors, je mets de côté les ressources fossiles énergétiques, hein, non renouvelables. Ça, c'est autre chose, hein. Mais pour les minéraux, les minerais, en gros, on a quoi gratouiller la surface de la Terre à l'échelle de la planète Terre. Donc là, les éléments sont là, les métaux sont là, dans des très très grandes quantités encore. Alors pas forcément dans les mêmes conditions d'exploitation qu'on a fait par le passé, mais si on modifie le curseur économique, si on modifie le curseur technologique, parce qu'on va encore faire des progrès, effectivement, on va pouvoir trouver des potentiels. Donc cette notion de dire, on en a encore pour 10 ans. Je présente souvent en cours un document que j'avais extrait d'Internet en 2000. Et là, on nous prédisait effectivement en 2020 la fin du platine, par exemple, ou d'autres substances. Mais c'était dans l'état économique et technique du moment. Voilà. C'est pour ça qu'il y a souvent une confusion. C'est important de le dire. Ça ne résout rien, mais c'est important de le dire parce qu'on voit bien que derrière, il va y avoir un débat, et notamment au niveau de l'éthique. Qu'est-ce que je protège? Quels sont les gisements que je choisis ou que je ne choisis pas? Le débat en France, c'est ça. Je ne veux pas exploiter le lithium, très bien, c'est une décision politique qui a un certain nombre de conséquences. Je n'apporte pas de jugement là-dedans. Après, il faut tirer les conséquences de ça. Ou au contraire, je choisis d'exploiter, ça a d'autres conséquences, évidemment très négatives sur le domaine, sur l'aspect environnemental, c'est clair. Mais si on choisit à ce moment-là et qu'il y a des conséquences indiscutables sur l'environnement, il va falloir bosser sur ces conséquences négatives pour qu'elles le soient le moins possible. Voilà, c'est ça le débat. C'est pas j'exploite ou j'exploite pas. C'est qu'est-ce que je consomme. Parce que si on arrive déjà à se mettre d'accord là-dessus, ce qui ne peut pas être facile, hein, parce qu'en faisant des projets de société, derrière, il y aura un certain nombre de conséquences. Oui. Oui. Ouais. Ah, 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 ah. Oh là là, alors comment je vais faire? Il faut tout balayer, ça y est, vous endormez pas parce que c'est fait stroboscopique là. Je suis pas très fort là. Je pourrais peut-être faire d'une façon plus pertinente. On va y arriver. Hop, c'était là. C'est ça? Ah bon. Encore avant. Celui-là. Ça y est. Celui-là. Voilà, c'est la même chose que les tableaux. C'est peut-être un petit peu plus complet, mais bon, là, ce qui est bien, c'est que c'est très visuel. Et donc, on arrive à voir, mais c'est assez incomplet. Parce que, par exemple, pour la batterie, on a que 3 éléments, nous, on en a défini une dizaine, hein. Après, chacun représente comme il veut, mais il est très joli. Oui. On va tenir quelque chose quand même. Il y a déjà une belle palette. Il y a déjà une belle palette. Les pistes collectives, déjà, là, je les ai évoquées. Par contre, là, pour le coup, on est tous consommateurs. On n'est pas tous ingénieurs, il n'y a pas de raison d'être tous ingénieurs. Donc, encore une fois, tous les composants de la société sont utiles, chacun à leur niveau et à leurs compétences et à leur enthousiasme. Mais par contre, en tant que consommateur, là, clairement, il y a une réflexion à avoir déjà, introspective sur qu'est-ce que je consomme, comment je le consomme. Et c'est vrai pour tout, hein.
Là, la question est absolument nécessaire pour tout le monde. Alors après, il ne s'agit pas de prêcher des règles extrêmement strictes, etc. Mais déjà de prendre conscience de ce que l'on fait. Et puis de commencer à toucher quelques curseurs pour faire en sorte que les choses soient un petit peu moins. En espérant que si tout le monde le fait, encore une fois, c'est une affaire de nombre. Hein. 10 milliards de portables, 6 milliards de portables actuellement, 9 milliards, 96%. Si chacun modifie un peu son mode de consommation par rapport à ça, ça va avoir un impact, si je vois des chiffres. Hein. Donc ça, à l'échelle individuelle, on ne peut raisonner que comme ça. Et je pense que c'est important parce que on parle aussi des déchets, enfin, etc. Bon, ben alors pourquoi moi je fais ça? Regarde l'autre, il en jette 3 fois plus à côté. Enfin, je veux dire, c'est pas. Oui, c'est vrai. Mais ça commence aussi par cette loi des petits nombres qui s'agglomèrent. Et ça, il faut en avoir conscience. Alors après, maintenant, c'est pas, encore une fois, de se taper sur les doigts quand on franchit une limite qu'on s'était donnée, parce que c'est pas. Faut pas vivre dans la culpabilisation. Faut vivre dans la sensibilisation et dans ce qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est déjà vachement important, je trouve, sur ce qu'on achète, sur ce qu'on consomme, sur ce qu'on jette, etc. Je trouve que c'est déjà essentiel. Parce que c'est là où sont les bons nombres. Et puis après, c'est ce que je dis, on peut aller plus loin. Mais dans tout métier, de toute façon, aujourd'hui, je veux dire, sur la consommation de ce que l'on fait, des astuces qui peuvent se substituer à une consommation de produits que je vais jeter, je pense au nettoyage, je pense à toutes les activités en fin de compte. Oui, oui, c'est très variable et aujourd'hui, disons-le, c'est très faible. C'est très faible. Alors, après, il y a toujours, là aussi, c'est sur les métaux qui partent, circuits électroniques qui partent en Inde, avec des pauvres gars là, qui sont au-dessus des fours, qui au bout de 5 ans vont mourir parce qu'ils s'intoxiquent complètement la façon dont ils extraient. La pollution pour l'environnement est absolument énorme. C'est pas du recyclage. Donc aujourd'hui, par exemple, pour le tantal, on parlait du tantal. Là, le taux de recyclage sur le composant microcondensateur il est quasi nul. On a du recyclage de tantal au niveau des industries, parce qu'il y a encore d'autres utilisations, où là, le tantal est utilisé en plus grande quantité, et là, on peut arriver à des taux de 10%, mais c'est très variable. Sur le platine et les platinoïdes, on est pratiquement à 90% dans certains cas de taux de recyclage. Donc là, il y a une très très grande variabilité, parce que c'est lié justement déjà à la nature du produit, hein, le procédé qu'on va employer pour pouvoir l'extraire, et puis après aussi sa dispersion. Les terres rares aujourd'hui, enfin, je n'ai pas bien de connaissances là-dedans, mais je ne pense pas que le taux de recyclage soit considérable. À mon avis, elles sont tellement dispersées que c'est quelque chose de très très compliqué. Est-ce qu'il y a des exemples où on a réussi à reproduire les propriétés des minéraux qui sont artificielles? Alors, artificiel comment? Parce que là, par exemple, je parlais de cristaux souverains. Vous avez des diamants qui sont des diamants de synthèse. Mais alors, on va aller, aussi peut-être, on parle de diamants éthiques. Alors, éthique a deux sens. Éthique parce qu'on n'exploite pas la terre, éthique parce que les conditions d'exploitation, et encore sur le diamant, maintenant il y a des conventions internationales qui font que, voilà, le rubis, là il n'y a pas de convention internationale, mais là il y a des fois des conditions d'exploitation qui sont quand même vraiment à revoir pour les humains. Donc on vous parle d'éthique, mais en même temps, ne pas oublier que ce diamant de synthèse, ce rubis de synthèse, ne tombe pas du nez. Donc il y a bien une matière première aussi que l'on utilise. Là, en l'occurrence, pour le diamant, c'est du carbone. Alors, du carbone, il y en a partout, du graphite, du machin, etc. Oui, mais avec une énergie considérable pour fabriquer ce diamant. Donc, on a une alternative, on l'utilise d'ailleurs, mais en termes de bilan, là aussi, la réponse est à regarder en fonction des utilisations. Parce que là, l'exemple du diamant, finalement, c'est du carbone qu'on fait changer de. il faut une haute pression de température. Par exemple, comment ça marche? là aussi, il y a des procédés de synthèse, hein, c'est du corallium. On va aller chercher c'est un oxyde d'aluminium. Donc, on va aller chercher de l'aluminium, etc. Donc, des procédés électrométallurgiques assez puissants.
assez sophistiqué, très consommateur d'énergie pour pouvoir reproduire ce rubis. Alors pourquoi on le fait? Ben parce que d'abord, dans un premier temps, s'il est utilisé pour ses propriétés de dureté comme le diamant, ben là on va réussir à avoir quelque chose de moins cher que la matière première naturelle. Après, si on veut la variété gemme pour faire les bijoux, ça se discute un peu plus. Et puis surtout, là, aujourd'hui, dans les propriétés très très particulières, avec des petits, on y insère des petits éléments qui vont doper telle ou telle propriété, là, on a des coûts absolument considérables. Mais encore pourquoi? C'est pour avoir des fonctionnalités améliorées. Et là, on n'est plus du tout dans je veux dire, l'intérêt économique. Ça coûte très cher. Parce qu'on veut faire des choses très pointues. Donc, vous voyez, cette substitution, elle ne sort pas du néant. Et donc, elle mérite d'être pesée. Et là, il n'y a pas une réponse unique, évidemment. C'est en fonction de l'utilisation, c'est en fonction des procédés, en fonction des connaissances. Parce que plus on arrive à optimiser un procédé, évidemment, moins il est cher. On a intérêt à commencer par des trucs très chers, puis essayer de bosser dessus pour faire en sorte qu'il soit moins cher, et à un moment donné, arriver à trouver cette substitution. Vous voyez, l'exemple du diamant de synthèse est très, très multiple, en fait, en fonction des utilisations. Mais de toute façon, l'idée on va bien trouver quelque chose, on substitue, à sa limite. La limite, c'est le tableau Mendeleïev déjà. Ça, c'est une première limite. Et là, on a déjà beaucoup travaillé sur des alternatives. Ça ne veut pas dire qu'on a tout trouvé, heureusement. Mais on sent bien que le progrès va surtout être sur l'optimisation de tout ça. Et la consommation, l'optimisation aussi de la consommation de tout ça. Et là, il y a un super bout. Je vous propose de continuer les discussions autour de cet hiver. Didier reste avec nous. Plaisir. Moi, j'ai vu à peu près encore. Et merci beaucoup, Didier, c'était passionnant. Merci.